Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 54 au programme. Aujourd'hui, un épisode en solo. Avant qu'on commence, j'espère que tu vas bien, évidemment. Et j'espère que l'épisode précédent t'a plu, l'épisode avec Johan, qui est naturopathe et qui a un parcours hyper inspirant. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter parce que c'est un très bon épisode. Je suis actuellement, comme je l'ai dit à la fin du podcast, en train de lire son livre parce que je m'étais engagé à le faire évidemment, donc je le lis. Voilà, c'est super intéressant, je vous le recommande également. Si jamais vous voulez en savoir davantage sur l'alimentation et puis le rôle que ça peut avoir évidemment sur votre santé, super important. L'épisode du jour, c'est un épisode de questions-réponses particulier, tu vas le voir. J'ai sélectionné les questions qui vraiment ressortent le plus souvent quand j'échange avec vous. D'une manière générale, moi, tu le sais peut-être, mais tu en parles des fois, je fais des appels bilan avec vous. Je dois faire une dizaine d'appels bilan par semaine. Donc, c'est-à-dire que j'échange avec 10 personnes différentes, en plus de mes élèves, par semaine depuis 1 an et demi à peu près. Donc, des questions, et même sur Instagram, j'en reçois très souvent. Je connais généralement plutôt bien vos problématiques. C'est des questions qui reviennent très souvent et j'ai décidé de les compiler. J'ai compilé 7 questions plus 2 questions entre guillemets dans la Q&A que j'avais postée en story parce que j'ai pas eu tant de questions que ça et du coup, voilà, j'ai juste sélectionné les questions d'une personne voilà, qui s'appelle Frédéric, qui se reconnaîtra. Mais voilà, en gros, j'ai sélectionné ces questions à lui et sinon, j'ai sélectionné 7 questions qui reviennent très souvent. Et vous allez voir, c'est des questions qui, à mon avis, vont vous servir, enfin des réponses en tout cas qui vont vous servir et en tout cas sur le long terme, parce que c'est des questions très générales qui reviennent très, très souvent et qui sont en fait de vraies problématiques quand vous voulez perdre du poids, quand vous voulez vous renforcer, quand vous voulez avoir des résultats sur le long terme. Évidemment, on est là pour ça. On avance ensemble sur l'épisode de podcast, évidemment. D'ailleurs, même avant qu'on commence, tu le sais, c'est le petit rituel. N'hésite pas à me mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Prends là 5 minutes, tu mets pause, hop, et tu me mets 5 étoiles si les épisodes de podcast te plaisent d'une manière générale. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast, évidemment. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Je le dis de temps en temps, mais c'est vraiment la seule façon, entre guillemets, de faire développer ce podcast, c'est d'en parler autour de toi. Et si jamais tu veux me repartager en story quand le mardi, je fais un petit partage, eh bien, avec grand plaisir, tu me mentionnes et puis tu fais un petit partage en story. Ça m'aiderait beaucoup à faire développer, à faire connaître le podcast. Donc voilà, tu vois, hein, c'est un format où je donne beaucoup de valeur. En tout cas, j'essaye de vous donner beaucoup de valeur, d'expérience, de faire des interviews. J'invite des gens, je vais encore inviter pas mal de gens, des spécialistes dans leur domaine, et cetera. Le but, c'est vraiment d'apprendre des choses ensemble, pour vous faire avancer, évidemment. On commence directement par la première question. D'ailleurs, si jamais l'épisode est filmé aujourd'hui, alors bon, tu n'es pas obligé de me regarder, je suis en vidéo sur Spotify et sur la chaîne YouTube si jamais. J'ai extrêmement chaud, il fait 25 degrés ici à Cape Town. Je suis encore à Cape Town au moment où j'enregistre. Et putain, il fait tellement chaud. Mais bon, voilà. Je vais pas me plaindre, c'est moi qui l'ai choisi, je suis très content comme ça. On commence avec la première question que j'ai sélectionnée. Première question, comment gérer les envies de nourriture et les fringales qui peuvent saboter mes efforts de perte de poids? La question des fringales, c'est une question qui revient très souvent, même avec mes élèves, j'en parle, toutes les semaines, tout le temps. J'en parle tout le temps et généralement, déjà, il faut essayer de moi, comment je vois ça, en fait? Je vais répondre comme si tu étais un de mes élèves. En gros, il faut se poser la question, quand est-ce que les fringales, quel moment les fringales arrivent le plus souvent? Déjà, c'est la première chose pour essayer de trouver la raison et trouver une solution. Parce que c'est pas le but de dire: «Oui, tu as des fringales, faut lutter contre ça, du coup, faut pas manger» ou alors: «Faut manger une pomme». Ça, c'est un conseil de merde. Voilà, concrètement, si je te dis: «Tu as des fringales, mange une pomme ou mange un fruit», pour moi, c'est un conseil de merde. Donc on va essayer de on va essayer de chercher un peu plus loin la cause, en fait, de ça et trouver une vraie solution. Tu vois? C'est ça l'idée généralement d'un coaching et d'une manière générale, dans mon métier de coach, d'aider les gens. C'est pas juste de vous donner des conseils de merde comme ça. En tout cas, quand je fais du coaching perso. Donc l'idée, c'est quoi? C'est trouver les moments clés où vous avez des fringales. Généralement, pour la plupart des gens, forcément, c'est 2 à 3 heures ou 4 heures après le repas. Donc généralement, si tu fais ton petit déj à 7 heures, la fringale, elle arrive vers 10-11 heures généralement. Ce qui est normal puisque tu as jeûné entre guillemets 3 heures. Donc si tu as été un peu actif ou active, forcément tu as un peu faim. Donc généralement, c'est 10-11 heures.
Autrement, pour la plupart des gens, c'est en rentrant du boulot, 17-18 heures. Pourquoi? Simplement, vous avez mangé à 13 heures, donc logiquement, 4-5 heures après, vous avez faim. Je veux dire, c'est logique parce que, il y a aussi des signaux qui vous sont envoyés par votre cerveau. Vous êtes stressé généralement ou quand vous rentrez du taf, simplement un moment de décompression et puis si vous avez pris l'habitude, c'est aussi ça une question d'habitude. Si vous avez pris l'habitude de manger, de grignoter en rentrant du travail, forcément le jour où vous arrêtez, ou alors le jour où vous dites: «Ouais, moi je vais arrêter de grignoter pour perdre du poids», par exemple, ce qui en réalité n'est pas la meilleure idée, mais voilà, vous vous dites: «J'arrête de grignoter, je veux perdre du poids». Donc je me retrouve à avoir des signaux dans mon cerveau entre guillemets qui me disent: à 17 heures j'ai faim, donc si tu arrêtes de manger ce jour-là, il va te dire: «Bah, elle est où ma nourriture?» Tu vois? J'ai l'habitude de la manger, où est-ce qu'elle est? Donc l'idée, c'est ça, c'est de cerner, les moments de la journée où, en général, on a ces fringales. Ça peut même être après, le soir, vers 22-23 heures si jamais, et on va y venir aussi. L'idée donc, c'est cerner le moment de la journée et ensuite trouver des alternatives plus saines par rapport aux fringales et en fait, c'est pas la fringale qui est un problème, parce que c'est normal d'avoir faim dans un sens. Le problème, c'est comment on va gérer la fringale. C'est ça, en fait, la clé. C'est est-ce que j'ai faim, j'ai rien organisé, comme tous les jours, je passe devant la boulangerie, du coup, je m'arrête prendre un pain au chocolat ou alors, je sais pas, je vais au bureau de tabac où j'ai le distributeur et en fait, c'est la seule option pour gérer cette fringale, c'est le distributeur, c'est la barre de Snickers ou de Mars. Si la seule option, c'est ça, bah forcément, tu vas aller sur cette option-là. C'est la facilité, c'est délicieux, c'est réconfortant et tu auras plus ton cerveau qui t'envoie des signaux de faim. Donc, logiquement, tu vas t'orienter vers cette option-là. Mais si vraiment, au fond de toi, tu veux atteindre un objectif, perdre du gras, c'est-à-dire gérer ton total calorique sur la journée, eh bien, dans l'idée, ça serait d'anticiper ces moments-là. Moi, quand j'étais commercial, je vais prendre mon exemple, donc je mangeais à 7 heures, j'allais sur la route et souvent, bah, j'avais faim à 10h30, 11 heures. Mais tout le temps, hein, j'avais tout le temps faim. J'étais dans la voiture, donc ce que je faisais, en fait, c'est que j'anticipais. Plutôt parce que moi, en fait, je bossais avec les supermarchés, j'aurais pu, hein, aller dans le supermarché, prendre le premier truc qui venait et me dire: «Ça y est, c'est mon snack». Non, pour le coup, j'anticipais ces moments-là. Je me prenais à l'époque, quand j'ai commencé à faire du crossfit, je prenais un shaker de whey, donc c'est-à-dire que je prenais de la poudre, en gros, de whey protéine et je rajoutais de l'eau et voilà, ça me faisait un petit snack protéiné et en plus, je prenais des amandes et une banane. Voilà. C'était mon snack. Je sais pas combien de calories ça faisait à l'époque parce que je calculais pas. Mais ce que je sais, c'est que je bouffais pas assez de toute façon. Mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça que j'anticipais. Généralement, quand j'étais commercial, bon, je rentrais pas super tard. Je rentrais vers, effectivement 17h30-18 heures et après j'allais à mon entraînement. Donc ce que je faisais, c'est que, j'allais pas à l'entraînement le ventre vide, parce que ça serait une erreur, parce que je mangeais genre vers 13 heures et si je vais à l'entraînement à 18 heures, ça fait 5 heures de jeûne. Si tu fais du crossfit derrière, je te conseille vraiment de manger un truc. Donc ce que je faisais, je me souviens très bien, je me faisais 2 tartines de pain complet, une banane de nouveau et du beurre de cacahuète, un truc comme ça. Donc en gros, je me faisais une source de glucides avec des fruits et cetera. Ce qui fait que, bah, j'avais faim, oui, il y a des moments où j'avais faim, mais je l'anticipais, en fait et c'était habituel. C'est-à-dire que tous les matins, j'avais mon snack, tous les soirs en rentrant, j'avais mon idée de choses que je voulais manger. Donc déjà, effectivement, l'idée principale, c'est de pas acheter de gâteaux, de choses comme ça et déjà, enfin, pour moi, ça semble logique, mais voilà, si on veut pas en manger, on n'en achète pas. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des pères et des mères de famille et quand vous avez ça dans le placard, bah, l'idée, c'est vraiment de déjà le laisser dans le placard, de ne pas l'avoir en visu, hein, évidemment. Si vous passez toute la journée, si vous bossez à la maison, vous passez, toute la journée devant, un paquet de gâteaux ou des cacahuètes ou je sais pas quoi. Forcément, à la fin de la journée, dès que tu as un petit moment de stress, un moment de fringale, une frustration ou quoi, bah, tu te venges là-dessus, hein. Clairement, c'est logique. Donc dans l'idée, si jamais tu bosses à la maison, bah, limite en visu, mets-toi le snack, que tu as prévu. Tu te mets, bah, ton fruit, tu te mets peut-être une dizaine d'amandes. Après, c'est pareil, les amandes, faut pas non plus, comme tu le sais, c'est très calorique, donc pas prendre des poignées entières à chaque fois. Même si c'est sain, c'est pas forcément idéal pour ton objectif, c'est un objectif de perte de poids. C'est toujours le rappel, hein, manger sainement ne veut pas dire perdre de poids, pas toujours. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça, c'est anticiper ces moments-là, faire avec ce qu'on a. Je sais que, tu vois, moi, quand j'étais en déplacement, quand j'étais en voiture, tu te doutes bien, je pouvais pas amener mon yaourt Skyr et cetera. Remarque, tu me diras, j'aurais pu en acheter au supermarché vu qu'à chaque fois, j'étais pas loin. Mais voilà, je pensais pas le faire à l'époque. Mais voilà, tu vois, il y a toujours des solutions. J'ai eu, pendant 10 ans une vie d'une personne, salariée et lambda, entre guillemets, hein, enfin classique et je sais ce que c'est aussi, d'avoir des fringales. Je sais ce que c'est
Pas pouvoir, vraiment anticiper les choses, de pas pouvoir se faire un méga casse-dalle, super, protéiné, machin. Voilà, faut faire avec ce qu'on a et dans l'idée, la réponse que j'ai à donner à cette question-là, c'est ça, c'est anticiper, les choses. C'est super important et trouver un snack qui nous rassasie quand même et parce que si tu prends un snack, qui, au bout d'une demi-heure, tu as encore faim, c'est-à-dire une pomme simplement, par exemple, c'est pas ouf. C'est pour ça que l'apport en protéines est important pour être plus rassasié. Il y a pas 36 000 snacks. J'ai fait beaucoup de posts par rapport à ça. Tu pourras regarder sur mon compte Insta. Ça dépend en fait si tu es à la maison, si tu as un frigo, si tu as pas de frigo, c'est toujours un peu différent. Il y en a, ils vont me dire: «Oui, potentiellement les barres de protéines, ça peut être un snack». Oui, pourquoi pas? Maintenant, je pense quand même que ça, c'est à limiter. Ça reste un aliment très transformé. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec les barres de protéines. Plus ça va, moins ça me donne envie. Parce que je sais comment c'est fait, même s'ils ont un marketing, tu sais, ils ont un beau packaging, c'est très joli, c'est, 25 de sucre en moins, 20 grammes de protéines, BCAA machin, idéal pour la récupération, keto machin, tu vois? Ils sont très forts sur le marketing, mais au-delà du packaging, une fois que tu as compris comment marche l'alimentation, déjà le packaging, tu le dégages et tu te rends compte qu'en fait, c'est ultra transformé, que ça dépanne, mais honnêtement, ça me fatigue, c'est pas très bon et c'est souvent ultra sucré en termes de goût, même s'ils ne rajoutent pas de sucre, hein, ils rajoutent juste des édulcorants. Mais perso, j'aime pas en fait, j'aime pas. Les seules barres de protéines que je tolère et c'est encore un moment pub, mais bon, je le dis des fois, c'est les barres de protéines de NutriPure. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont vraiment naturelles pour le coup, ils ont pas joué sur le marketing à mort, et ce qui fait que pour moi, elles passent bien, mais c'est pareil, je vais être franc, j'en mange pas tous les jours, j'en prends vraiment quand je suis en déplacement et que j'ai pas le choix. Donc voilà, après chacun ses goûts. Barre de protéines, c'est pratique, mais c'est quand même très calorique pour le peu de satiété que ça va t'apporter. Donc voilà dans l'idée. Question numéro 2, question que j'ai traitée en post hier d'ailleurs, qui est peut-être sorti au moment où je fais le podcast. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, j'ai créé le post hier. Comment savoir si je fais des progrès? Et j'ai envie de rajouter à cette question-là, comment savoir si je fais des progrès sans utiliser la balance? Parce que cette balance, c'est un problème. Cette balance, c'est un problème pour beaucoup d'entre vous. Pour moi, ça n'est plus un problème. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de balance. Parce que tu le sais, je suis nomade, je voyage de partout et je n'ai pas, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais en gros, j'ai pas accès à des balances. Les seuls moments où j'ai accès à des balances, c'est aux salles de sport. Donc ça m'arrive de me peser pour voir où j'en suis. C'est souvent pour voir si j'ai pas perdu trop de poids, très honnêtement, parce que comme je suis en déplacement et que je mange pas forcément assez des fois, c'est surtout l'idée de pas perdre trop de poids et de toute façon, moi, comme toi d'ailleurs, je vois quand je prends du gras, je suis un homme, donc je stocke souvent au niveau des poignées d'amour, au niveau du ventre, donc c'est là où je vois quand je prends du gras. Généralement, c'est très facile de le voir pour moi. Enfin très facile, je le vois. Donc en gros, comment savoir si tu fais des progrès? Donc effectivement, tu as la balance. L'idée, c'est pas de se peser tous les jours si jamais tu veux encore peser. C'est un outil qui est intéressant, la balance, mais moi, c'est ce que je fais en coaching avec mes élèves, c'est se peser 3 fois dans la semaine, dans les mêmes conditions à jeun le matin. Évidemment, faut pas le faire le lendemain d'un gros repas ou d'un gros week-end, ça sert strictement à rien parce que tu vas faire de la rétention d'eau et tu vas tirer des conclusions hâtives par rapport à: «J'ai pris 2 kilos ce week-end». Non, tu as pas pris 2 kilos. Calme-toi, Jean-Claude, c'est juste que, la balance, elle a pas compris que tu avais pris de l'eau. Enfin, tu stockais de l'eau, donc on s'en fout de stocker de l'eau. Donc voilà, l'idée, c'est de faire 3 pesées dans la semaine, faire la moyenne et noter cette moyenne-là et comparer les moyennes toutes les semaines. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves tous les dimanches. Ils rentrent la moyenne de leur pesée et c'est comme ça que je vois s'ils progressent ou pas. D'ailleurs, si jamais une progression normale, c'est une perte de poids, c'est entre 200 et 800 grammes par semaine en général. Ça dépend d'où tu pars, ça dépend où tu veux aller, mais il faut pas essayer d'aller trop vite. Perds pas 2 kilos par semaine. Déjà, c'est pas réellement possible. En tout cas, 2 kilos de gras par semaine, c'est pas possible et ça servira à rien d'aller trop vite. Donc voilà. En gros, pour savoir si tu fais des progrès, il y a donc la balance, la moyenne que je viens de t'expliquer. En coaching, nous, on fait les photos avant-après. Alors les photos avant-après, toutes les semaines, ça ne sert pas forcément à grand chose. Tu vas pas voir ton corps, se transformer toutes les 2 semaines. Enfin, toutes les semaines, limite toutes les 2 semaines, ça se verra même pas trop. Moi, en tout cas, avec mes élèves, c'est vrai qu'ils le font souvent, mais souvent, je compare tous les mois. Tous les mois, je fais des comparaisons, parce que, bah, mes élèves font du renforcement, peut-être que toi aussi et quand tu fais du renforcement, alors, il y a un truc quand même que j'aimerais un peu, casser un mythe sur ça. Enfin, c'est pas un mythe, mais c'est quand même assez rigolo. Attends, je suis en train de le taper sur Google parce qu'on me dit toujours d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, il faut pas non plus trop s'enflammer, je vais être franc. On me dit toujours: «Ouais, mais le muscle pèse plus lourd que le gras, du coup, si je prends du poids, c'est peut-être parce que je prends plus de muscle», tout ça, tout ça. Alors ça, c'est un mythe plus ou moins.
Oui, le muscle pèse un peu plus lourd que le gras, mais pas beaucoup en fait. Désolé de casser le mythe pour certains. Je sais que des fois certains stagnent et se disent: «Ouais, c'est parce que je prends du muscle» et voilà. Non, en réalité, il y a pas que ça. Donc je préfère être franc, je suis toujours transparent avec vous, parce que ça en fait, le muscle effectivement, il prend moins de place entre guillemets, mais tu vois, par exemple, là, j'ai tapé dans Google parce que je savais plus exactement. 1 cm3 de viande, putain, mais ils sont graves, oui, de muscle, en gros, ça fait, 1,058 grammes et le même volume de graisse, ça fait 0,900 grammes. Donc en gros 0,9 grammes, pardon. Donc en gros, en réalité, il y a pas vraiment, ils disent que la graisse a un volume de 17 supérieur aux muscles, en gros. Mais en fait, c'est pas beaucoup, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas énorme. Donc le truc du muscle pèse plus lourd q moins lourd que le gras, je sais pas quoi, ça, c'est un peu de la merde, honnêtement. Faut un peu essayer de l'oublier, cette connerie-là. Ce qui est vrai, c'est que parfois, quand vous stagnez, vous prenez du muscle et vous perdez un peu de gras, certes, mais il faut quand même comprendre que vous prenez du muscle plus lentement que vous perdez du gras, généralement. Donc oui, dans un sens, c'est la réalité, ça s'appelle une recomposition corporelle, c'est moi ce que je fais aussi avec mes élèves très souvent, c'est on essaie de perdre du gras petit à petit, progressivement, doucement dans un sens et construire de la masse musculaire. Mais construire de la masse musculaire, ça prend du temps. Prendre 2 kilos de muscle, ça prend beaucoup plus de temps que de perdre 2 kilos de gras. Il faut le comprendre quand même. Donc et c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, juste petite, mise au point sur ça. Donc les photos avant-après, ça marche bien. Les mensurations, ça marche bien si on sait bien le faire, c'est-à-dire faire avec un mètre ruban et cetera, ça marche bien. Il faut bien le faire, faut prendre vraiment au même point, par exemple, je sais pas, sur le nombril, il faut vraiment le prendre au même endroit. Heu, il y a beaucoup de gens comme qui le font pas forcément très bien. Moi, je vais être franc, je le fais pas sur moi, donc voilà, je sais pas, tu intérêt à le faire, mais je sais que pour mes élèves, on le fait. Je l'ai fait aussi quand, j'ai appris, le métier et mais voilà. Si c'est bien fait, c'est utile, si c'est mal fait, ça sert à rien. Donc voilà, faut être franc. Tu as aussi les pinces, à plis, cutanés, je sais pas exactement comment on appelle ça, en français. En anglais, je crois que c'est spring roll, un truc comme ça, je sais plus exactement. Bref, mais qui peuvent te permettre de prendre, une pince, en gros, que tu peux pincer tout simplement là où tu as du gras pour calculer ton taux de masse grasse. C'est relativement efficace, sauf que la plupart des gens ne sait pas le faire. Donc voilà, difficile quand même de le savoir. Après, il y a des choses, pour, mesurer tes progrès, des choses très simples. L'écran de ta ceinture. Si, tu es en perte de poids, tu vas perdre généralement au niveau de la taille et tu vas devoir resserrer l'écran de ta ceinture. J'ai des élèves, ils balancer des ceintures et ça me fait toujours rigoler, mais tant mieux. Ils doivent refaire des trous dans leur ceinture, tous les mois. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, il y a changer les tailles de vêtements. C'est pareil, j'ai plein d'élèves qui ont dû changer leur garde-robe, depuis les derniers mois et du coup, c'est très bien parce que ça veut dire qu'ils sont passés du XXL, au XL, au L et cetera et voilà, donc ça, c'est cool. Désolé, du coup, ça fait plus de sous à dépenser pour les vêtements, mais dans l'idée, vous gagnez des années de vie. Évidemment, perdre du gras et surtout du gras au niveau viscéral, vous gagnez des années de vie. Ça, c'est la vérité. Donc voilà, il y a ces progrès-là. Il y a aussi les progrès en salle de sport ou à la maison de vos performances. Si aujourd'hui, parce que je sais que souvent, cette question-là, je ne l'ai pas prise au hasard, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, stagnent, qui pensent stagner, qui et même dans mon programme, hein, qui ont perdu beaucoup de poids et puis après qui stagnent entre grosses guillemets pendant un mois, alors qu'en réalité, ils stagnent pas. Ils ont continué à avoir leurs habitudes, ils continuent à faire du sport, ils continuent à bien manger. C'est juste que les chiffres sur la balance ne vont pas dans leur sens et du coup, ils disent: «Je stagne». Non, tu ne stagnes pas puisque tu as gardé tes habitudes, puisque si tu continues à t'entraîner et que tu as une surcharge progressive, logiquement, tu gagnes en force, donc tu gagnes en muscle, ou en tout cas, ton exécution s'améliore aussi. Donc voilà et comme je voulais en tirer la conclusion sur ça, les performances à la salle sont une forme de progrès. Soulever plus lourd, faire plus de répétitions, potentiellement, je sais pas, tu t'entraînes à faire des tractions, passer tes premières tractions, ça veut dire que tu as gagné en force, ça veut dire que tu as perdu du poids, logiquement, ou alors ton rapport poids-puissance, est différent. Donc ça veut dire que tu as progressé. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que les progrès ne sont pas que sur la balance, les progrès sont sur plein de choses. Ton niveau d'énergie aussi, si, le matin, ou même, je sais pas, en fin de journée, tu es plus énergique, moi, j'ai fait un appel hier avec du coup, un élève qui va rentrer dans le programme. Ça, c'est cool encore une fois. D'ailleurs, merci pour toute la confiance des élèves qui rentrent là en ce moment. C'est fou. D'ailleurs, j'ai fermé le programme pendant 15 jours, si jamais, parce que j'avais trop de demandes. Donc voilà, je préférais fermer les portes pour le moment et reprendre quand j'aurai envie, en fait, tout simplement. Mais du coup, c'est un élève qui me disait que lui, effectivement, il faisait 5 séances de sport par semaine et que depuis qu'il avait repris cette routine-là depuis le mois de janvier, il se sentait super énergique le lundi, il était super content d'aller à la salle et que vraiment ça le boostait, tu vois? Et ça, c'est top. Ça, c'est top parce qu'effectivement, le sport de manière générale, ça rebooste. L'alimentation va jouer aussi un rôle aussi super important. Mais voilà, donc pour les progrès,
Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que le poids et d'ailleurs le poids, si tu ne veux pas te peser, j'ai des élèves aussi qui, à terme, veulent s'éloigner de la balance et ben, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'ils vont progresser sur d'autres facteurs. Donc voilà, super important. Question numéro 3. D'ailleurs, je t'ai pas dit combien de questions il y avait. Il y en a 7 plus 2 qui m'ont été posées, comme je t'ai dit tout à l'heure, par, quelqu'un sur Instagram. Donc on va dire 8,5, 9, car c'est des questions assez rapides. Donc 9 questions. Voilà, comme ça tu sais un peu le timing, sachant que des fois je mets un peu plus de temps à répondre à certaines questions. Là, je me suis enflammé à répondre assez longtemps. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu es encore avec moi, que ça t'intéresse. Il y aura forcément des questions où tu vas peut-être être plus concerné que d'autres, mais voilà. D'ailleurs, si jamais, si tu m'écoutes sur Spotify ou même d'ailleurs sur autre chose, mais en tout cas sur Spotify, je mets des sondages maintenant, je vais mettre des petits sondages par exemple. J'ai mis un sondage, tu peux regarder en bas, sur est-ce que tu as un invité que tu voudrais retrouver dans le podcast, par exemple. Ou même si tu as pas accès, selon la plateforme où tu m'écoutes, si toi tu as un retour à me faire sur le podcast, je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui me font des retours, d'ailleurs merci, soit des vocaux, des messages écrits, moi ça me fait super plaisir parce que je vais être franc, il y a pas de commentaires sur les podcasts. Sauf sur Apple Podcast, mais il y a pas grand monde qui en met. Voilà. Il y a plus de monde sur Spotify, mais on peut pas mettre de commentaires. Donc, si jamais tu as des retours à me faire, des questions, des gens que tu voudrais voir, des sujets que tu voudrais aborder, je te demande vraiment en toute franchise, enfin en toute sincérité, enfin vraiment je te demande, j'allais dire, je me mets non, je me mets à genoux, mais non, mais envoie-moi des questions, fais-moi des retours, c'est super important pour me tenir motivé à faire le podcast. Je vous dis ça parce que si j'ai pas beaucoup de retours, j'ai plus trop envie de le faire le podcast, tu vois? C'est donnant-donnant. J'aime bien vous donner, des choses, j'adore faire le podcast, mais j'aime bien avoir des retours. Aujourd'hui, c'est super important pour moi d'avoir des retours pour savoir ce que vous voulez. Parce que sinon, bah, là, ça va faire la 2e année du podcast. Si je refais la même chose, eh ben, je ne sais pas si ça vous plaît, en fait. J'ai besoin de savoir s'il y a des concepts que vous préférez, des sujets que vous préférez. D'ailleurs, il faudra limite que je fasse un sondage sur Instagram, ce sera aussi simple. Mais voilà, si toi, parce que je sais que toi qui m'écoutes, tu es plus, dans le «délire» entre guillemets du podcast puisque tu l'écoutes à l'heure actuelle. Donc j'aimerais, si tu as des retours à me faire, si tu as des invités ou si tu as des sujets que tu voudrais, aborder, que j'aborde. Donc voilà. Question numéro 3, fin de l'interlude. Comment puis-je éviter de me blesser pendant mes entraînements? Ça, c'est une question qui est super intéressante. La question des blessures, parce que souvent quand on reprend le sport, l'inquiétude que je ressens très souvent et qu'on me cite, c'est: «J'ai peur de me blesser». J'ai peur d'aller trop fort, j'ai peur de me blesser, c'est déjà arrivé par le passé. Comment je peux, ne pas me blesser de nouveau? Alors, il y a plein de choses à mettre en place. La première chose, évidemment, pour moi, ce serait de prendre un coach, se faire accompagner. Pour moi, c'est juste la base, je l'ai déjà dit plein de fois, mais tu le sais, soit en salle de sport ou en ligne, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Je veux dire, je trouve ça inconcevable qu'une personne s'entraîne pendant 10 ans sans s'être fait coacher. À un moment de son «parcours» entre guillemets de sport ou je sais pas quoi. Je trouve ça inconcevable. Vraiment, je trouve ça, extrêmement dommage, pour des principes généralement, d'investissement ou je ne sais quoi. Je trouve ça extrêmement dommage parce on perd du temps énorme. On risque effectivement de se blesser quand on est tout seul, donc c'est très dommageable. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Déjà, c'est la première chose, c'est de se faire accompagner. Vous êtes pas obligé de prendre 10 séances, vous êtes pas obligé de prendre des programmes complets, hein. Vous savez que vous pouvez prendre un coach à la séance, ça existe même en salle de sport. Heu c'est pas spécialement cher, c'est un investissement et ça peut vous servir. Vous prenez un coach en début, de votre programme, je sais pas, vous dites: «Voilà, je voudrais que tu me montres les mouvements, de base». Le mec, il va te montrer, tu vois? Moi, en ligne, ce que je fais, c'est qu'avec mes élèves, ils m'envoient des vidéos de leur exécution et comme ça, on progresse ensemble. Donc si jamais tu as peur de prendre un coach, ce que je peux comprendre pour différentes raisons dans certaines salles, c'est tellement la guerre que même moi, j'aurais pas envie de prendre un coach quand je vois la gueule des salles et la gueule des coachs. Voilà. Mais en ligne, en tout cas, moi, je n'ai pas de jugement, je commente vos exécutions. Je peux te dire que je vois de tout dans les exécutions. Il y a du très bon, il y a du très mauvais, il très mauvais. Oui, on peut le dire, du mauvais, mais en tout cas de l'améliorable. En tout cas, moi, je pars toujours du principe qu'on a tous commencé un jour dans la musculation, dans le sport de manière générale. Moi-même, quand j'ai commencé et ça fait encore pas tant de temps que ça, donc je sais ce que c'est. Je me souviens encore de mon exécution il y a 3 mois quand, j'ai commencé, 3 mois, 3 ans plutôt à me mettre en salle de sport sérieusement. Donc je sais ce que c'est, de d'avoir un mouvement, tu sais pas ce que ça fait, tu sais pas comment l'exécuter. Tu as un peu honte, tu te dis: «Ouais, mais les autres, ils vont me regarder, ils vont me prendre pour un con». Donc je sais ce que c'est. Mais c'est important de passer ce cap-là et de pas s'enfermer en se disant: «Oui, je dois bien le faire, ça devrait aller», tu vois? C'est aussi le principe, tu vois? C'est qu'à partir d'un moment, si tu veux progresser, prendre du muscle, prendre plaisir à la salle,
tu vas devoir avoir une certaine maîtrise des mouvements. Sans ça, tu vas te blesser automatiquement, c'est sûr. Au début, tu mets pas lourd, donc ça va, le mouvement, il passe. Mais à partir du moment où tu voudras progresser, tu vas te blesser. C'est sûr à 99 parce que si l'exécution elle est pas propre ou en tout cas sécuritaire, safe, eh bien, tu vas te blesser. Donc l'idée, c'est ça. Faire un accompagnement. Tu peux également, si tu veux pas te faire accompagner, OK, pas de souci, te filmer toi-même, et comparer avec des vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos d'exécution. D'ailleurs, je comprends pas trop comment certains exécutent les mouvements. Quand tu sais que sur YouTube aujourd'hui, alors il y a 10-15 ans, oui, tu avais que les magazines, donc tu pouvais pas savoir comment exécuter les mouvements. Tu étais obligé de regarder les autres. Mais aujourd'hui, tu as YouTube, tu as des coachs, genre juste Nassim Saïli, qui est le coach le numéro 1 en France quasiment, il a fait une vidéo d'exécution sur tout. Donc au pire, tu regardes sur YouTube comment lui exécute, tu te filmes et tu compares, tu vois? Ça déjà, c'est un super outil. Moi, ça m'arrive de le faire aussi. Très souvent quand je me filme, vous savez, je mets en story des vidéos d'entraînement de moi. En fait, je le fais pour moi aussi, dans un premier temps, c'est que je regarde mon exécution et ensuite je vous le partage. Tu vois? Parce que l'exécution, elle est tout le temps améliorable, hein. Moi-même à mon niveau, je sais très bien que mon exécution est améliorable sur tous les mouvements. Je suis pas un mouvement où je suis parfait. Il y a des mouvements où je suis plus à l'aise que d'autres, évidemment, mais j'essaie de m'améliorer sur tout. Donc voilà, ça c'est super important. Se faire accompagner, se filmer, regarder ce que, font les coachs sur YouTube. Est-ce qu'il faut regarder ce que font les autres en salle de sport? Ça, par contre, c'est, difficile de répondre. Je dirais oui dans un premier temps, mais non dans un deuxième temps. Quand tu arrives à la salle et que tu as 0 notion, oui, tu peux regarder ce que font les autres. Par contre, moi, avec mon œil de coach, je peux te dire que 50 voire plus des gens en salle de sport n'ont pas une bonne exécution. Et on revient au problème de base, c'est qu'ils ne se sont jamais fait accompagner. Plus de 50, surtout en France, je sais pas le ratio de personnes qui s'est fait accompagner dans une salle, mais c'est minime, c'est dégueulasse. Je vais pas repartir sur ça, tu sais très bien mon avis sur ça par rapport à d'autres pays, mais en France, on est à la ramasse sur le coaching, sur l'exécution, sur plein de trucs. Tu as une élite entre guillemets des gens qui se sont fait accompagner ou vraiment qui sont auto-formés en autodidacte. Pourquoi pas et même en autodidacte, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais bon, why not? Et il y a des gens qui vraiment ne savent absolument pas quoi faire et ça se voit directement. Certainement que tu fais peut-être partie d'une de ces 2 catégories-là. Soit tu es très à l'aise et voilà, soit tu es pas du tout à l'aise. Il y a pas vraiment de juste milieu. Donc si tu es pas dans la catégorie des pas du tout à l'aise, fais-toi aider vraiment, c'est important et regarde peut-être ce que font les autres. Mais comme je te disais, moi, quand je regarde ce que font les autres, ils font du tirage nuque, ils font du développé épaule avec une amplitude trop bizarre. Ils font généralement du biceps curl avec 20 kilos. Ils font des élévations latérales avec 15 kilos. Bref, il y a de l'ego partout. On ne sait pas ce que c'est une surcharge progressive. Du coup, on augmente les poids toutes les semaines alors que l'exécution est dégueulasse. Bref, il y a plein de choses qui font que regardez ce que font les autres, même les plus musclés. Et ça, je voudrais mettre un gros disclaimer sur ça. C'est pas parce qu'un gars est musclé qu'il sait bien s'entraîner. D'accord. J'en vois plein, ils font n'importe quoi. Hem, alors des fois, ils font n'importe quoi, mais c'est pas dangereux. Donc à la limite, tu vois, tu peux être balèze, faire n'importe quoi et voilà. Voilà. Il y a des gens, ils s'entraînent 10 ans, donc forcément, même si tu fais pas des top entraînements, si tu optimises pas vraiment, ton truc, tu peux prendre du muscle. C'est OK. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, tu pourras encore t'entraîner comme ça parce qu'en fait, tu as fait de la merde et tes articulations, elles vont lâcher, en fait. Le sport santé, c'est une vraie question. Moi, en tout cas, je l'ai déjà dit, mais je me blesse jamais. Jamais, je touche du bois, vraiment, c'est jamais, quasiment jamais, ou grand jamais. Donc, moi, potentiellement, dans l'idée, j'aimerais m'entraîner jusqu'à 80 ans. Je sais pas, je dis ça en un exemple. Je peux te dire qu'il y a des musclores que tu vois à la salle, à 50 piges, ils sont morts. Le dos en vrac, l'épaule flinguée, les coudes qui se barrent en couilles, les genoux, ils seront plus là, tu vois? Alors, il y a une question de génétique, il y a une question aussi de style de vie, repos, alimentation, ça joue beaucoup sur les blessures, donc ça, il faut l'optimiser aussi. Si tu bouffes McDo, que tu dors mal, et que tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, tu vas te blesser. Alors, à un moment, il y a grand tu augmentes tes chances de blessure. Voilà, faut pas te porter la poisse, mais tu augmentes tes chances de blessure. Donc c'est tout un style de vie, en fait, autour des entraînements qui va faire que tu vas pouvoir ne pas te blesser, et avoir un sport santé. Ce qui est important, hein, c'est pas juste prendre du muscle et être balèze, hein. Le but, c'est, d'être en bonne santé et des fois on l'oublie. Je parle pas des gens qui, se dopent et cetera, parce que là, le sport santé, c'est pas du sport santé, mais c'est du sport ego, sauf si tu fais de la compète et là, c'est un autre sujet. Mais sinon, c'est juste du sport ego ou du sport connerie, j'appellerais ça. Mais voilà, bref. Sauf si je te dis, sauf si c'est ton taf ou tu es, comment dire? Bodybuilder et là, c'est encore un autre sujet et ça, je porterai pas de jugement, il y a aucun souci. Mais si c'est juste, voilà, enfin bref, de toute façon, je pense que dans l'audience, personne prendre des stéroïdes ou un truc comme ça serait dommage. Ce serait dommage, avant d'optimiser tous les facteurs. Bref, donc voilà, l'idée c'est ça, se faire accompagner, et regarder un petit peu,
ce que font les autres, évidemment. Question numéro 4. Comment, alors ça c'est une question, comment puis-je rester motivé et discipliné pour atteindre mes objectifs de remise en forme? En gros, de perte de poids, de prise de muscle, enfin ce que tu veux, en tout cas de meilleure santé. Comment rester motivé et discipliné? Ça, c'est la question à 1 000 €. C'est la question que tout le monde voudrait avoir, enfin la réponse que tout le monde voudrait avoir. Pour ma part, je pense que j'y arrive, puisque je m'entraîne 4 fois, voire 5 fois par semaine depuis, je sais pas, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Donc je pense que j'ai trouvé la solution pour moi. Mais la solution pour moi ne va pas toujours s'appliquer pour les autres. Et en fait, comment rester discipliné, motivé? Dans un premier temps, il faut trouver la bonne raison pour laquelle vous voulez vous transformer. Moi, quand je fais des appels téléphoniques, je pose des questions à des gens. Je leur pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi ils veulent changer. S'ils me disent: «Je veux perdre mon gras du ventre pour l'été», je sais très bien que c'est des gens qui seront pas, où il y a peu de chances en tout cas que ce soit des gens très disciplinés et qui tiennent leur objectif très longtemps. Si ton seul objectif, c'est juste de perdre un peu de gras pour l'été, tu vas jamais tenir longtemps. Il faut creuser et il faut s alors si tu as pas de problématique, tant mieux, j'ai envie de te dire, t'emmerdes pas, voilà. Mais pour ma part et je l'ai déjà dit dans des épisodes et pour la plupart des gens que j'accompagne, ils ont une raison, un pourquoi, un why, ils disent en anglais, mais le why, c'est le truc le plus important, même pour le business, même pour, ce que tu veux. Moi, aujourd'hui, si je suis coach en ligne et si je me, «casse les pieds» entre guillemets à bosser comme je fais en ce moment depuis 2 mois, toute la journée, du matin au soir sans prendre quasiment de pause, bah, j'ai une raison à ça. C'est que je veux être libre. C'est que je veux développer mon activité et je veux vivre partout dans le monde. Ça, c'est mon why. Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je veux être en bonne santé? Je l'ai déjà expliqué pour plusieurs raisons. Mais bon, je veux pas trop envie de repartir là-dessus parce que c'est toujours très personnel. Mais voilà, en gros, j'ai des raisons qui sont fortes. J'ai des raisons esthétiques et j'ai des raisons de santé. Pourquoi? J'ai dans mon historique, voilà, j'ai, eu des, bref, j'ai tiré des leçons de certains trucs et du coup, maintenant, je ne veux pas, faire ces erreurs-là. Bref, en gros, mes raisons, elles sont ancrées en moi. Tous les matins, alors inconsciemment, tous les matins, je me réveille pas et je me dis: «Ah oui, ça y est, c'est pour ça, je me rappelle pourquoi je voulais faire du sport et je voulais être libre et travailler, comme un fou». Non, en fait, c'est inconscient, mais au démarrage, ça m'a vraiment servi sur les premiers mois à me souvenir pourquoi je faisais les choses. Donc globalement, pour toi qui m'écoutes, l'idée, c'est de trouver ton why, ton pourquoi et te demander qu'est-ce que ça va changer pour toi. C'est pas juste faire du sport pour faire du sport parce qu'on t'a dit que c'était bien. Si aujourd'hui, l'envie de faire du sport, elle vient de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, tu tiendras pas. D'une pression sociale ou de, oui, je suis pas, j'ai pas le ventre plat comme dans les magazines, tout ça, c'est de la merde ça. Il faut comprendre que la raison doit être hyper importante pour tenir dans la durée. On a tous une raison, il suffit de la chercher. Il suffit de surfer un peu sur la vague de cette raison-là pour avoir des résultats sur le long terme. Ensuite, une fois qu'on a cette raison forte, c'est l'organisation qui va être pour moi extrêmement importante. Je l'ai déjà dit, pour moi, pour mes séances de sport, lundi, mardi, jeudi, vendredi, depuis 3 ans. Bon, là, ça a un peu changé parce que j'étais malade la semaine dernière, du coup, j'ai décalé. Mais dans l'idée, ça va être pareil. Là, aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi, donc je vais m'entraîner mercredi. J'ai décalé. Mais bref, l'idée, c'est ça. C'est que j'ai des jours fixes. Je n'y déroge pas. Je ne me laisse pas la flemme dicter est-ce que je vais m'entraîner ou pas. C'est ce que je faisais quand j'étais commercial au démarrage. C'est vrai que la flemme me guidait un peu plus. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au CrossFit, tu sais, alors peut-être toi dans ta salle, c'est pareil. Au CrossFit, nous, c'était ça, c'est que tu devais réserver des créneaux à l'avance. D'un côté, c'est chiant parce que tu es obligé de dire le matin, parce que souvent les créneaux, tu sais, ils partent très vite, tu es obligé de dire le matin à quelle heure tu vas t'entraîner le soir. Donc dans un sens, ça t'engage, tu vois? Moi, je sais qu'en rentrant du taf, j'étais éclaté, mais j'avais réservé mon créneau à 18 h et que si tu te pointais pas 2 ou 3 fois, en gros, tu faisais un no-show, ils te bannissaient pour une semaine. Ce qui fait que c'est chiant, mais ça t'engage à t'entraîner et c'est exactement pareil. Tu dois trouver des raisons, envers toi-même ou alors venant de l'extérieur, comme là, c'était avec moi avec le CrossFit ou comme je fais avec mes élèves, en leur disant souvent le lundi, je leur pose la question pour certains: «Quand est-ce que tu as prévu tes séances d'entraînement?» Je leur demande parce que s'ils me disent: «Je vais peut-être m'entraîner mardi, je vais essayer jeudi», je dis: «Attends, hop, il y a un problème là. C'est quoi? Je vais essayer ou peut-être? C'est quoi ce délire?» Non, il faut que tu le saches. Parce que si tu pars de ce principe-là, tu peux être sûr qu'après une journée de taf, tu pas envie de t'entraîner. Je veux dire, c'est logique. Moi, en fin de journée, j'ai pas vraiment envie de m'entraîner. J'aimerais bien aller me branler, faire une sieste et dormir. Donc voilà, je suis comme tout le monde, on est tous pareils. Mais si c'est organisé, si c'est prévu, il y a grande chance quand même que tu y arrives. Et c'est quand même un engagement important envers toi. Si aujourd'hui, et ça c'est aussi une force de caractère, je pense, et de rigueur, si tu t'engages, je vais y arriver, envers toi-même à faire des choses, personnellement,
j'ai suffisamment d'ego et je sais pas comment je pourrais dire ça, définir ça, mais je j'ai pas envie de me décevoir. En réalité, j'ai pas envie de me décevoir. Moi, j'ai pas de coach à l'heure actuelle, mais si j'avais un coach, j'aurais pas forcément envie de le décevoir non plus. Dans l'idée, ça me ferait chier, même de payer un accompagnement et de m'entraîner une fois par semaine. Je dis ça pour mes élèves pour certains, la plupart vraiment sont très rigoureux. Ça peut arriver qu'il y ait des élèves qui se trouvent des excuses à pas s'entraîner. C'est leur problème dans un sens. Moi, ça changera pas le sens de ma vie. J'essaie de les relancer. Mais voilà, l'idée, elle est là, c'est se rendre des comptes à soi-même, soit aux autres, être organisé et se rappeler pourquoi on veut faire les choses. Et ça, c'est des choses que, généralement, on ne pense pas au démarrage. On pense juste, c'est: «Je suis motivé une semaine, je fais 5 séances de sport, je fais plein de cardio, c'est super, voilà, je suis super motivé 2 par semaine. Ouh là là, au bout de la troisième semaine, ça devient compliqué, je commence à être fatigué, je me suis restreint sur mon alimentation, bon, je commence à me faire plus plaisir. Oups, un excès, 2 excès, 3 excès. Je suis trop fatigué, la flemme, j'irai à la salle demain. Oh, j'ai un peu mal, bon, j'irai plutôt la semaine prochaine. Hop, et on se retrouve à un schéma de yo-yo avec le sport et l'alimentation. Schéma classique que je retrouve 80 du temps. Donc l'idée, c'est vraiment de faire différemment. Donc là, on est le 15 mars, 15 mars, je vais y arriver quand je vais souffler. Je parle encore trop vite parce que je m'enflamme, désolé. Heu, on est le 15 mars quand j'enregistre ce podcast. Tu vas écouter ça mardi de la semaine prochaine. Je sais pas, le 21, 22, j'en sais rien, non, 20. Bon, je suis nul, voilà, bref, dans une semaine. Donc, il y a de grandes chances soit que tu fasses déjà du sport, soit que tu veuilles t'y remettre pour le summer body. Ce fameux summer body que tout le monde voudrait avoir, qui en réalité, pour ma part, le summer body, il est toute l'année. Pourquoi? Parce que je vis au summer toute l'année. C'est aussi un truc d'ailleurs, si jamais, vous êtes dans vous voulez optimiser vos résultats, faites comme moi, n'habitez pas en hiver. Du coup, vous êtes potentiellement systématiquement confronté à vous mettre torse nu. Ce qui du coup, moi, je peux pas faire de «prise de masse» entre guillemets parce que ça me ferait chier, parce que je suis toujours, dans un sens, amené à être torse nu dans un moment de l'année. Enfin tout le temps en fait. Ce qui est un style de vie et voilà, c'est trop bien, je me plains pas, au contraire, c'est trop cool. Mais ce qui fait que du coup, dès que je prends un peu de gras, je me dis: «Merde, putain, fait chier». Donc du coup, je peux pas le cacher comme en hiver en France ou voilà, comme je faisais avant. Bref, mais je dis ça en rigolant parce qu'évidemment pour la plupart des gens, c'est pas vraiment possible. Mais, mais voilà, l'idée, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Mais oui, si tu, là, tu as mars, avril, mai, juin, tu as 3 mois pour te préparer. 3 mois, c'est nickel, hein. 90 jours, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves en accompagnement. 90 jours, déjà, tu peux avoir des bons résultats et mettre en place des bonnes habitudes. Mais pareil, ne rush pas trop, ne t'enflamme pas à faire trop de séances, fais-le progressivement et petit à petit. Pour rester motivé, c'est aussi ça, c'est d'avoir un rythme de vie, mettre en place des choses sur le long terme avec l'alimentation et avec le sport. Super important. Je vais passer à la question suivante parce que celle-ci, je me suis un petit peu éternisé. Je me demande si je parle pas trop longtemps. Je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé le podcast. Mais voilà. Question numéro 5. Comment puis-je m'assurer de ne pas reprendre le poids que j'ai perdu? Cette question, je vais y répondre assez facilement, parce que c'est une question qui revient très souvent. Comment s'assurer en gros de stabiliser son poids de forme? C'est un peu l'idée. En fait, c'est très simple, c'est de mettre en place les choses pour perdre du poids, de base, des choses qui sont tenables sur le long terme. Aujourd'hui, le régime, c'est je mange peu, je fais beaucoup de sport, je mange des choses que j'ai pas l'habitude de manger, j'atteins mon poids, ouf, c'est bon, objectif atteint, je reprends mes anciennes habitudes, forcément, tu reprends ton poids. En fait, le poids est représentatif de notre style de vie et de nos habitudes alimentaires. Voilà. Aujourd'hui, si tu es en surpoids, c'est que tes habitudes alimentaires sont pas cohérentes pour la plupart des gens, sauf problèmes spécifiques, et il y a toujours des problèmes spécifiques, et cetera. Mais pour la plupart des gens, c'est ça. Votre style de vie, même si tu penses manger sainement, n'est pas adapté au physique que tu veux avoir. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as des croyances sur certains trucs ou tu as un manque de connaissances. En tout cas, tu as une méthode qui ne fonctionne pas, un cadre qui ne fonctionne pas. Peut-être que tu te fais, ce qui est le cas très souvent, hein, tu te restreins un peu la semaine et le week-end, tu te barres complètement en couille. Ça arrive très souvent. Ce qui est pas gênant, mais il faut juste le contrôler. Nous, c'est ce qu'on fait dans le coaching. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc, mettre en place des choses sur le long terme, donc ça veut dire peut-être perdre du poids moins vite que ce que tu imagines. Peut-être pas que tu vas perdre 10 kilos en 2 mois, hein, c'est peut-être pas l'objectif d'ailleurs, ça peut arriver. Mais en faisant les choses petit à petit, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas se dire: «Ouais, c'est bon, je vais me mettre au régime au mois d'avril pour être bon au mois de juin». C'est de la merde de faire ça parce que tu vas prendre une solution express et au mois de juin, oui, tu vas avoir perdu ton poids, mais au mois de juillet, août, tu vas reprendre 5 kilos et rebelote au mois de septembre. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, ça m'arrange puisqu'au mois de septembre, c'est là où j'ai tout le monde qui veut faire un coaching. Super, j'ai du travail. Mais à un moment, ça fait chier parce que, parce qu'il y a des gens qui font ça tous les ans depuis 10 ans et là, c'est chiant quand même.
Là, c'est chiant parce que je me retrouve avec des gens qui sont au fond du gouffre sur ça. Donc ça, c'est quand même embêtant. Donc vraiment, prenez une méthode long terme. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de stabiliser votre poids. Mettez en place des choses que vous aimez, hyper important, que ce soit avec le sport ou l'alimentation. Et ne basez pas tout sur le sport. Très important aussi. Ne basez pas tout sur le cardio. Très important aussi. Si aujourd'hui vous faites 5 séances de cardio par semaine, et c'est que ça qui vous fait perdre du poids, c'est vrai que vous dépensez plus de calories, donc c'est cool. Mais est-ce que vous allez pouvoir le tenir à l'année? Perso, j'arriverai pas, ça me ferait chier. Donc si tu n'arrives pas à le tenir à l'année, fais-le pas tout de suite. Ou alors fais-le sur une courte durée, à la limite pour lancer un peu la perte de poids. Mais il faut que ton alimentation d'ailleurs elle soit cadrée. Donc c'est ça qui est pas évident, c'est vraiment de se dire: «Faut pas que j'aille trop vite parce que si je vais trop vite, il y a de grandes chances que derrière, à la fin de l'année, j'ai repris mon poids». C'est aussi simple que ça. Donc prendre son temps par rapport à ce qu'on met en place et bon, se faire accompagner, tu as compris, je ne vais pas refaire le disque rayé de ça, mais se faire accompagner, c'est clairement la meilleure méthode. En tout cas, se faire accompagner, enfin, comme moi je fais avec mes élèves, en tout cas, ça marche plutôt pas trop mal sur le long terme. Bien sûr, il y a pas 100 comme je dis, de résultats positifs. Il y a des gens qui reprennent un peu le poids parce que des fois, il y a des manques de motivation, parce que parfois, il arrive des choses dans la vie qui font que c'est difficile. Évidemment qu'il y a pas de méthode miracle et même pour moi, pour le moment, je suis très discipliné et rigoureux. Mais je sais que peut-être un jour, je vais craquer parce qu'il va se passer un truc dans ma vie et que peut-être que je vais arrêter de faire du sport pendant quelques temps. Peut-être que je vais bouffer plus. J'en sais rien. Pour le moment, c'est pas arrivé, donc je peux pas vraiment le dire. Mais c'est possible que ça arrive et personne n'est parfait et personne n'est une machine pendant 15-20 ans. Il y en a, enfin, s'il y en a, mais c'est quand même une élite et c'est assez rare. Donc voilà, sache que si ça t'arrive, c'est normal. Ok, faut être ok sur ça. Question numéro 6. Est-ce que je devrais travailler tous les groupes musculaires chaque jour ou seulement certains groupes musculaires à la fois? En gros, l'idée derrière cette question, je la trouve top, parce que ça pareil, ça fait un rappel avec, les échanges que j'ai eus cette semaine avec des gens au téléphone. Hem, Souvent, je demande aux gens que j'ai au téléphone dans les appels bilan de me dire un peu leur programme. Pour savoir ce qu'ils font, ça m'intéresse, avant moi d'apporter ma pierre à l'édifice, on va dire et de les guider. Très souvent, les gens que j'ai au téléphone, me disent faire séance pec le lundi, séance dos le mardi, séance bras épaules le mercredi, par exemple. Des fois, ils font pas de jambes du tout, ça m'arrive. Il y a des élèves là que j'ai eu cette semaine, enfin qui vont rentrer dans le coaching, qui font pas les jambes. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborderai à la fin parce que c'est un sujet important les jambes et je vais t'expliquer un truc. Hem, D'ailleurs, je me le note parce que vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, ça faut que j'entraîne la mémoire d'ailleurs. Je vais le noter pour pas oublier à la fin de cette explication-là. Donc en gros, l'idée, c'est de voir ses séances d'entraînement sur une semaine, d'accord? Le but, c'est ça, c'est pas de travailler chaque jour, enfin, le but, c'est de voir sa semaine. En fait, comment moi je construis un programme et je l'ai mis d'ailleurs dans la vidéo «Comment créer son programme sportif idéal», un truc comme ça. Tu regarderas sur ma chaîne YouTube, ou sur l'épisode où j'ai fait un épisode, concret sur la création d'un programme sportif. Je crois que c'est l'épisode 20 ou 22, un truc comme ça. C'est l'épisode le plus écouté, pour vous dire. C'est le plus écouté du podcast, donc je pense que c'est un épisode qui vous a plu. Mais en gros, je vous expliquais dans cet épisode-là que le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions que tu vas faire sur un muscle total à la fin de la semaine, c'est ça qui est déterminant. Donc, dans l'idée, tu pourrais faire un split, travailler un groupe musculaire par jour. Mais tu vas travailler par exemple tes pectoraux, je sais pas, le lundi, tu vas faire, je sais pas, 12 répétitions fois 4 séries, 12 fois 4. Moi je suis très, très bon en maths, tu l'as compris, donc c'est, la calculatrice qui va faire le truc. 12 fois 4, ça fait 48 répétitions. Tu vas faire ça, allez, tu vas faire 3 exercices pec, ça va te faire 144 répétitions potentiellement. Alors après, on peut le calculer en tonnage, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'en général, il faudra le calculer en tonnage, c'est-à-dire le poids que tu vas soulever chaque semaine et en fait, le but, c'est de se challenger sur ça. Mais bref, imaginons que tu fais 144 séries, 144 répétitions, sur tes pectoraux par semaine. Le truc, c'est que si tu les fais que le lundi, le problème, c'est que, il va se passer 6 jours sans que tu travailles ce muscle de nouveau. La fréquence d'entraînement, c'est un truc qui est important aussi. Donc idéalement, moi, ce que je te dirais, c'est de diviser ces 144 séries par 2. Tu en fais 72 le lundi, 72 le jeudi. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Et du coup, donc en gros, je vais faire un travail sur les pectoraux avec peut-être 2 exos le lundi, 2 exos le jeudi. Parce que j'aurai une fréquence d'entraînement plus importante. L'avantage à ça, c'est que de 1, je vais avoir moins de courbatures. C'est pareil pour les jambes et c'est pour ça que je me suis noté les jambes. Si tu t'entraînes les jambes qu'une fois par semaine, tu fais un leg day comme c'est très classique un leg day. Le problème avec ça, c'est que tu travailles les jambes qu'une fois par semaine, tu vas avoir des énormes courbatures. Pour lutter contre les courbatures, ça sert à rien de faire des étirements, on l'a dit et redit, ça sert strictement à rien. Ce qui est important, c'est effectivement la récupération, bien s'hydrater, bien manger suffisamment de protéines, et cetera. Mais
la fréquence d'entraînement, c'est extrêmement important. Donc, travaille tes jambes 2 voire 3 fois dans la semaine. Tu vas voir que tu auras beaucoup moins de courbatures que si tu travailles qu'une fois. Et au final, à la fin de la semaine, tu auras peut-être fait autant de volume, c'est-à-dire autant de séries sur ce muscle-là. Donc, dans l'idée, sauf si tu as 10 ans de musculation et que tu es sous stéroïdes, ne fais pas un entraînement en split avec un jour pec, un jour dos, un jour bras, etc. C'est une perte de temps totale. Vaut mieux faire soit si tu fais 3 séances, un full body complet, potentiellement, ou alors moi j'aime bien faire des hauts du corps, bas du corps. Quoique, même les hauts du corps, bas du corps, du coup, bah, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je te disais, parce que tu vas travailler l'ensemble des jambes sur un jour. Ça marche pour certaines personnes si tu fais 2 fois le bas du corps dans la semaine. Ou sinon, moi, je fais une formule un peu hybride. Je l'ai déjà expliqué. Je fais, en gros, le dos et les jambes le même jour. C'est pas forcément le plus optimal parce que c'est des séances qui sont très intenses. Idéalement, en fait, je sais pas pourquoi je suis un peu borné sur ça et je sais pas, j'ai toujours pris l'habitude. Ça fait 1 an que je m'entraîne comme ça. Mais en réalité, il faudrait mieux que je fasse un pec jambes, je pense. Parce que du coup, les pecs, ça demande quand même moins d'efforts à travailler que le dos, qui est un grand muscle. Souvent, je fais les tractions, etc. Donc, c'est quand même plus énergivore. Mais j'aime bien faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Bon, bref, voilà. Et surtout qu'à la base, je voulais travailler les pecs parce que j'avais un retard pec et épaules et je voulais du coup mettre plus de volume sur les pecs et les épaules le lendemain sur cette séance. C'est juste pour ça. Souvent. Mais voilà, dans l'idée, moi, je ne conseille pas de faire un muscle par jour. Tu peux le faire si ça t'amuse, mais ça ne sera pas aussi efficace que si tu faisais potentiellement un full body ou un split, mais de façon un peu différente. Donc voilà, c'est pareil pour les jambes. Je sais que les jambes, c'est des muscles qui font peur pour les hommes souvent en termes de courbature. C'est souvent parce qu'on ne travaille pas ses jambes. Hein. Faire du vélo ou faire de la course à pied, c'est pas du tout le même effort. Donc tu peux faire ça à côté, mais ça ne changera rien. Ce qu'il faut pour faire du renforcement au niveau des jambes, c'est les travailler 2 fois dans la semaine. Pas faire forcément 15 000 exercices dessus, hein. Tu peux faire juste du squat et un petit exercice d'isolation 2 fois dans la semaine. Déjà, ce serait une bonne base, tu vois? Après progressivement augmenter un peu le volume si tu as envie. Mais voilà, mais c'est important de travailler les jambes d'une manière générale de toute façon, juste pour avoir du côté esthétique de la chose, c'est extrêmement important parce que tu l'as peut-être vu, mais il y a des gens, ils ont des hauts du corps taillés en V, ils ont des jambes de, chicken leg, on appelle ça en anglais, des jambes de poulet, c'est des expressions, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'hommes à qui ça arrive. C'est pas très beau, ça va peut-être te complexer en plus et surtout pas très, intelligent, pour les blessures. Je te le dis, si tu un gros haut du corps et un bas du corps tout faiblard, tu risques de te blesser, hein, clairement et puis voilà, enfin pour plein de raisons, je trouve il y a aucun intérêt. Je sais que souvent on veut avoir des plus gros bras et cetera, mais si on a une vision long terme, c'est comme ce que ah ça y est, je bug, ça y est. C'est comme ce que je te disais au démarrage, putain, c'est catastrophique au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je bug complètement. En gros, il faut voir à long terme et c'est pareil sur les entraînements. Je vais boire un coup d'eau pour me remettre. Il fait une chaleur ici, c'est désolant. Donc voilà, 8e question. On a presque fini, ce podcast, je te rassure. Donc si jamais tu es en train de faire ton cardio, courage, c'est la fin. Est-ce que je devrais manger avant ou après, l'entraînement? Potentiellement, donc ça va revenir un petit peu sur une question, que j'avais abordée tout à l'heure. Ou alors qu'est-ce que je devrais manger? Souvent on me pose la question. Bah, en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Du coup, c'est un peu con parce que je te redis une question, mais en fait, j'y ai répondu tout à l'heure, vu que j'ai pas fait exprès. Mais en gros, est-ce que tu devrais manger avant ou après? Ça par contre, j'ai pas vraiment répondu en fait si. Oui, pour moi, il faudrait manger avant et après. C'est pas ou d'ailleurs, c'est et. Avant 2 heures avant un repas classique, je dirais. Donc, ça dépend à quelle heure tu t'entraînes, c'est toujours pareil. Mais imaginons tu t'entraînes, si tu es chômeur comme moi, je dis ça en rigolant, mais si tu as des horaires de chômeur comme moi, c'est-à-dire que je peux m'entraîner littéralement quand je veux, même si je fais des appels tout ça le midi généralement et puis le matin, voilà. Mais imaginons que moi je veuille m'entraîner à 11 heures, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est assez rare, mais je pense que demain d'ailleurs j'irai à 11 heures quand j'ai pas d'appel. Bah, en fait, j'y vais 2 heures après mon petit déj. En fait, moi, vraiment, quand je mange un repas complet, donc un petit déj ou un déjeuner, je mets mon chronomètre à chaque fois et je compte 2 heures avant de commencer ma séance. Pourquoi? Parce qu'avant 2 heures, souvent, je suis encore en période de digestion et je le sens pas. En fait, je me sens pas bien et cetera. Donc, pour un gros repas, je prends mon chrono, c'est un peu con, mais je mets 2 heures avant de faire ma séance. Du coup, voilà, c'est mon repas, je vais m'entraîner derrière. Ensuite, dans ce schéma-là, je vais prendre un snack, comme je te disais tout à l'heure. En ce moment, je prends souvent des flocons d'avoine avec de la whey protéine et des fruits. Ça, c'est mon post-workout, en gros, mon truc après l'entraînement. Donc voilà. Ou alors, ce qui peut arriver, c'est que je m'entraîne du coup plus tard dans la journée. Donc je fais mon déjeuner classique. Je vais prendre mon snack, donc le pareil, whey protéine, flocons d'avoine. Je vais m'entraîner, alors peut-être pas 2 heures après si c'est un snack, parce que je vais le digérer un peu plus vite, peut-être 1 heure, 1 heure et demie après.
Et du coup, je vais manger mon repas, mon dîner, en fait, après mon entraînement, peut-être une demi-heure, 1 heure après. Perso, je mange pas juste une demi-heure après, ça sert à rien. D'ailleurs, pour ceux qui prennent encore des shakers de whey juste après l'entraînement, si c'est une question de praticité, oui. Maintenant, si c'est pour une question de fenêtre anabolique, de prise de muscle, tout ça, on le sait maintenant, ça y est, il faut arrêter. On le sait que, vous pouvez, ne pas manger directement après. Personnellement, j'arrive pas à digérer juste après, mon organisme n'est pas prêt à recevoir de la nourriture, donc j'attends un peu. Aussi simple que ça. Donc dans l'idée, oui, il faudrait manger un petit peu avant. Même si tu fais pas un snack comme moi, je te conseille quand même de manger un fruit ou un petit truc. Enfin, personnellement, moi, je le sens mieux, même pour la glycémie, je sais pas. Ça m'est arrivé d'être en hypoglycémie au bout de 40 minutes dans un entraînement. C'est pas cool parce que, du coup, tu as plus d'énergie, tu es nul, en fait. Alors que musculairement, tu aurais encore pu faire quelques trucs. Mais je sais pas, c'est peut-être psychologique, hein, généralement d'ailleurs. Mais ça me fout un down et j'ai du mal après à m'entraîner sur ça. Donc voilà, par rapport à cette question-là. Les dernières questions, donc elles ont été posées par Frédéric sur Instagram, je vais y répondre. Frédéric me pose la question, en gros, est-ce que les BCA, c'est utile pour les débutants en musculation? Les BCA, c'est utile pour quasiment personne, débutant, avancé, intermédiaire, expert, machin, ce que tu veux. C'est utile pour quasiment personne si tu as ton quota de protéines. Les BCA, j'en ai déjà parlé dans plusieurs, contenus, c'était très à la mode il y a 5 ans à peu près. Moi, je sais que j'en prenais parce qu'on nous disait, pour la récup, c'est mieux, récup musculaire et cetera. Sauf qu'en fait, les BCA sont naturellement présents dans les protéines. De manière générale, c'est des acides aminés, en fait, qui sont présents dans les, protéines. Donc, tu prends du poulet, si tu prends de la viande, si tu prends des légumineuses, du poisson, ou de la whey protéine comme moi de temps en temps, tu as pas besoin de prendre des BCA en plus. Les BCA, ce serait si tu as pas ton quota de protéines, mais en fait, c'est un peu con. Vaut mieux essayer d'avoir son quota de protéines plutôt que se supplémenter en BCA. Donc les BCA, on s'est rendu compte qu'au final, ça ne servait pas à grand chose. Encore une fois, le marketing nous a bien eu. Les études scientifiques sont assez claires sur le sujet. Depuis, quelques années, on sait que ça ne sert pas à grand chose si tu as ton quota de protéines. Donc, à oublier, pas forcément nécessaire. 2e question, il me demandait, en gros, il voulait varier les séances de renforcement avec des Tabata tous les matins. Je suis pas sûr d'avoir forcément compris à 100 la question, mais en gros, les Tabata, pour ceux qui ne savent pas, c'est un format d'entraînement qui serait présent dans les séances de CrossFit ou choses comme ça, où en gros, ça va être 20 secondes de travail, 10 secondes de repos sous des formats assez intenses, pendant 4 minutes, en général. Donc moi, le Tabata, j'en mets pour certains de mes élèves, c'est un format qui est intéressant pour augmenter son système cardiovasculaire et avoir une dépense calorique assez importante sur un temps donné, c'est 4 minutes. Maintenant, tu vas pas créer un déficit calorique uniquement en faisant des Tabata et cetera. Donc pour moi, faire 2 séances de Tabata dans la semaine, c'est bien, pour avoir un cœur qui fonctionne bien. Parce que c'est un muscle comme les autres, il faut aussi le travailler un peu, en complément des séances de renfort. Dans l'idée, ça peut être, intéressant. Après, il y a plein de formats différents sur le Tabata. Tu peux faire avec la corde à sauter, avec du rameur, avec des burpees, avec des squats, avec ce que tu veux. En réalité, c'est juste l'intensité, en fait, que tu vas y mettre, lors de ton des 4 minutes ou peut-être plus que tu vas effectuer. Donc voilà, dans l'idée, c'est une idée, tu peux le faire, mais je le ferai pas tous les matins, parce que tu vas te cramer, en fait. C'est juste, tu vas te cramer au niveau nerveux, je pense que tu vas te cramer, ça va te demander beaucoup d'énergie. Sauf si tu es accro au sport et cetera, mais honnêtement, fais-le pas, voilà. Tous les matins de toute façon, tu sais, on est souvent dans les trucs: «Ouais, il faut une routine tous les matins». Souvent, on a du mal, nous, d'une manière générale, à faire un truc. En fait, c'est soit on le fait à fond tous les matins, soit on le fait pas du tout, d'accord? Et c'est pareil pour plein de gens, je sais pas, ils vont faire un truc tout le temps ou alors ils vont pas le faire du tout. Il faut essayer d'être nuancé avec ça. Le sport, c'est tu pas obligé d'en faire tous les jours non plus. Personnellement, j'en fais pas tous les jours, et les Tabata, c'est pareil, j'en ferai pas tous les jours. Donc et le renfo, j'en fais pas tous les jours. Parce que c'est pendant mes jours de repos que je récupère justement, que je construis ma masse musculaire et que je me repose nerveusement, psychologiquement, que je pense à autre chose, j'ai plus envie de reprendre mes entraînements grâce à mes jours de repos en réalité, hein. Je crée l'attente lors de mes jours de repos pour reprendre la salle derrière. Je sais que si je m'entraînais 6-7 fois par semaine, je ne tiendrais pas très longtemps. Je pense pas en tout cas. Je pense que ça me saoulerait rapidement. C'est pour ça que m'entraîner 4 fois à la salle, plus faire du cardio par exemple le dimanche, moi ça m'aide, c'est un système qui me va parce que je suis content de retourner à la salle de temps en temps. Je passe pas ma vie dedans en fait. Hem Et pour moi, on n'a pas besoin de passer sa vie pour avoir des résultats. Il y a des gens qui aiment bien. Personnellement, c'est pas mon cas, ça me saoule, j'ai d'autres choses à faire. J'aime bien voyager, j'aime bien faire d'autres activités, j'aime bien travailler, j'ai pas envie de passer les 3 heures de ma journée à aller à la salle tout le temps. Ça me saoule donc dans l'idée, voilà, c'est un peu ça, c'est si tu veux faire un Tabata tous les matins, tu peux, mais c'est pas ça qui fera les résultats forcément.
ceux qui sont sur YouTube ou Spotify, donc là, vous voyez, je suis dans la cuisine de mon Airbnb. Je vous montre simplement ce que j'ai derrière moi. Hop, là, j'ai donc un pot, enfin un pot, j'ai de la whey protein que j'avais acheté ici parce que, j'arrivais pas à me faire livrer chez NutriPure en gros, mes compléments. D'ailleurs pour ceux qui, si jamais vous voulez, se complémenter, que ce soit en whey protein, je vais venir après en glutamine, en créatine, en, compléments divers et variés ou même en farine de patate douce ou, je sais pas, ils font des granolas, ils font plein de trucs. Vous avez mon code qui s'appelle CLEMTRAINER, vous pouvez rentrer pour bénéficier de 10 sur la première commande. Si jamais vous voulez, passer avec ce code. C'est aussi une forme de soutien dans un sens, je leur dis de temps en temps, par rapport à ça. C'est une marque de qualité, 100 française et moi, en tout cas, c'est vraiment quand j'ai le choix, vraiment, je l'ai déjà dit, mais je commande chez eux, parce que là, j'ai dû acheter des trucs ici. La whey protein, elle me dégoûte. La whey protein qui est derrière moi, que j'ai acheté, elle est dégueulasse. Elle est ultra sucrée, ça me vénère de la prendre. J'ai l'impression de retourner quand j'avais 12 ans et que je prenais des bols de céréales ultra sucrées et ça me dégoûte. Donc je suis content de la finir là et de pouvoir reprendre là, je vais recommander, je vais rentrer en France la semaine prochaine, reprendre la whey protein de NutriPure parce que putain, les trucs pleins d'édulcorants, ça me gave, c'est dégueu. Donc j'en prends parce que je veux mon apport en protéines et voilà, mais putain que c'est dégueulasse. Donc vraiment, sur le choix de la protéine, le choix de NutriPure, pour moi, je vois vraiment la différence. C'est beaucoup moins transformé, ils mettent pas d'édulcorants de merde et voilà, enfin bref, voilà. Et du coup, ouais, je voulais juste montrer derrière moi, donc j'ai de la glutamine. La glutamine, c'est pas un truc que je prends d'habitude, mais là, j'ai pris un pack avec la créatine. En gros, tu vois peut-être derrière moi ou pas du tout, vu que tu es en podcast. Mais en gros, j'ai un pot de créatine. J'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était la créatine, mais moi, j'en prends tout le temps. C'est le seul complément que je prends tout le temps. Quasiment, ça m'aide pour mes performances. En gros, tu fais de la rétention d'eau intramusculaire et ça te permet d'être un peu plus balèze déjà et de soulever un peu plus lourd. Ça n'a rien de magique, évidemment. Si tu es débutant, n'en prends pas, ça sert à rien. Il faudra en prendre au bout d'un an de muscu à peu près, heu, pour aller un peu plus loin. Ce n'est pas un produit dopant, ce n'est pas dangereux. C'est le complément alimentaire le plus étudié, à l'heure actuelle, donc il y a aucun risque pour la santé. C'est pour ça que je t'en parle de façon libre, et voilà, c'est pas du dopage, c'est juste oui, enfin du dopage dans un sens, c'est que ça va améliorer tes performances, mais en fait comme tout, une bonne alimentation va améliorer tes performances. La créatine, c'est naturellement, biodisponible en gros, dans la viande, mais souvent en toutes petites portions. Le fait de se complémenter, en fait, ça va augmenter cette portion de créatine, dans ton corps et du coup, tu vas avoir, un niveau d'énergie, l'ATP, je sais pas comment on dit en français, mais en gros, quand tu vas soulever une charge au niveau renforcement, tu vas avoir l'énergie nécessaire qui va arriver plus vite dans tes muscles, donc tu vas soulever un peu plus lourd, globalement, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà. Créatine, moi, j'en prends avec de l'eau le matin. Je prends 2,5 grammes le matin, 2,5 grammes avec mon shaker de protéines le soir. Je fais ça en 2 prises avec des glucides en général pour une meilleure absorption et voilà. C'est juste, voilà, pourquoi je te disais ça, je sais plus et la glutamine, je connaissais pas, j'en prends là parce que c'est dans le pack, soi-disant que ça aide à la récup et cetera. Il y en a, ils doivent mieux savoir que moi. Je l'ai toujours dit, les compléments, alimentaires, c'est une aide, mais il faut optimiser son alimentation avant. C'est pas une question qu'on m'a posée, mais je parle là-dessus vite fait pour conclure le podcast. Si ton alimentation elle est pas carrée, si tu dors pas bien, si tu t'entraînes mal, ça sert à rien de chercher des compléments, parce que j'ai des fois des élèves ou même des gens que je rencontre qui essaient de se complémenter alors qu'ils font de la merde. Ça sert à rien, vous allez perdre de l'argent. Alors oui, psychologiquement, c'est rigolo quand tu te mets à la salle et c'était mon cas au début, d'avoir ton pot de protéines parce que tu dis: «Ça y est, je suis dans le game», mais au final, ça sert à rien. Vaut mieux bouffer des filets de poulet que de la whey protéine en réalité, c'est plus intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas parce que je suis partenaire avec NutriPure qu'il faut absolument commander, des compléments. Si tu en as besoin, parce que pour diverses raisons, prends-en. Si tu en as pas besoin, prends-en pas. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est toute franchise. Parce que non, ils jurent que par ça, tu as l'impression, parce que voilà, il y a des partenariats et tout ça, donc c'est normal qu'on en parle et ça aide quand même les gens. D'ailleurs, sur le podcast qu'on a fait la semaine dernière avec Johan, on n'a pas eu le temps d'ailleurs de parler sur les compléments, mais j'aimerais peut-être réinviter soit Johan, soit quelqu'un d'autre, pour parler des compléments alimentaires. Mais pas des compléments alimentaires pour le sport spécialement, mais plus compléments alimentaires pour la santé. Parce que moi, je suis pas expert, je me complémente pas forcément en vitamines et cetera. Magnésium, d'ailleurs, il faut que je le recommande, mais j'en prenais un peu. Mais j'aimerais bien qu'on ait un intervenant, qui nous explique vraiment l'intérêt, pour qui c'est fait, pourquoi. Je me suis renseigné évidemment avant d'en prendre pour moi, mais j'ai pas encore l'expertise suffisante pour, vous en parler en gros détail. Donc c'est pour ça que dans l'idée je trouverai quelqu'un pour, vous en parler. Évidemment, bref, c'est la fin de cet épisode. J'ai aucune idée du temps qu'il aura duré. J'espère qu'il t'a plu. Je ne sais pas s'il y aura un épisode la semaine prochaine, parce que comme je te disais, je rentre en France. Au moment où tu écoutes ce podcast, je suis encore à Johannesburg en Afrique du Sud, mais je prends mon vol le lendemain.
le mercredi. Du coup, mercredi dans une semaine pour moi. Je rentre en France, je rentre sur Annecy pendant 15 jours et ensuite, je rentre à Nantes. Je resterai à peu près un mois en France. Donc voilà, pour que je te raconte ma vie. Et ensuite je repartirai, vers d'autres horizons certainement. Je ne vous dis pas où, vous verrez. Vous verrez, même moi j'ai pas vraiment d'idée. Enfin j'ai une idée, mais je sais pas, j'ai rien de booké. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette session de questions-réponses t'a intéressé. Je te souhaite un excellent début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt. Salut, bye.